Florian Bouchot de chez Microsoft Bing et Richard Strull de Rezoneo, le fondateur de Rezoneo, qui vont nous parler maintenant du futur du search qui passe par Bing. Merci. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence sur le futur du search. Vous connaissez certainement les moteurs de recherche. On peut avoir l'impression que dans le monde digital, il n'y a pas eu d'énorme évolution par rapport à ce qui se passe, puisque quand vous connectez un moteur de recherche, quel qu'il soit, vous pouvez avoir l'impression que la page d'accueil est toujours à peu près la même sur votre PC. C'est du texte, c'est des mots, ça ne bouge pas beaucoup. Cependant, on va voir ensemble que d'abord le search, c'est un des fondamentaux du marketing digital, et d'autre part qu'il est en train de changer et de devenir encore plus nécessaire qu'il ne l'était dans le passé. Donc dans une première partie, je vais parler un petit peu de ce qu'on fait chez Microsoft sur Bing en tant qu'investissement et comment est-ce qu'on voit un petit peu en tant que société le futur du search. Et ensuite passer la parole et discuter avec Richard Strull, qui est une agence partenaire avec qui nous travaillons beaucoup et qui connaît extrêmement bien le SEA. Donc ça, c'est nos deux intervenants. Richard se présentera plus en détail tout à l'heure et je le remercie d'être venu participer ce matin. Pour ma part, Florian Bouchot, je travaille chez Microsoft depuis une dizaine d'années. Après avoir beaucoup bossé dans le display, je travaille maintenant dans le search, donc toujours dans la publicité digitale. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup de marques et d'agences pour mettre en place des campagnes et travailler donc avec des marques pour les faire émerger sur les supports. Sur un chiffre important par rapport au search, parce qu'on parle beaucoup de tout ce qui est toutes les possibilités de communication digitale, il y a beaucoup de mots de plus en plus complexes, et les DMP, les SMP, les SSP, etc. Le marché de la publicité digitale représente aujourd'hui en France, en 2017, 4 milliards d'euros. C'est désormais le principal poste de dépenses en marketing devant la télévision, devant la presse. C'est relativement récent et on est dans une tendance qui se retrouve en France comme dans d'autres pays. Donc là, je cite les chiffres de PwC qui travaille, qui est un institut de recherche et qui estime en fait les dépenses médias dans la plupart des pays. Le search, sur ces 4 milliards d'euros qui sont dépensés en digital, représente la moitié. Donc 2 milliards d'euros qui sont exclusivement consacrés au search. Le reste, les 2 milliards restants étant sur ce qu'on va appeler le display au sens large, notamment les réseaux sociaux, la vidéo, le programmatique, etc. Donc le search, malgré le fait que ça fasse plus de 10 ans maintenant qu'il existe, reste le principal poste de dépense pour les annonceurs en termes de marketing digital. Car c'est aussi un des supports les plus efficaces, puisque vous allez directement mettre en relation une attente avec une offre de service ou de produit. Pour vous parler très vite de Bing, je ne sais pas si dans la salle tout le monde utilise Bing. Non, vous pouvez parfois. Mais vous utilisez certainement Microsoft, Word, Excel, Office. Pour vous aider un petit peu à mieux connaître Bing, ça c'est la page d'accueil hier. On aime beaucoup se distinguer de nos autres confrères dans le monde du moteur de recherche avec des belles photos. Donc je ne sais pas si vous reconnaissez cet endroit. C'est pour ça qu'en bas à droite, en fait, on a mis une petite icône. C'est un delta en Sibérie. Donc on aime bien les jolies photos en haute définition. Et donc tous les jours, il y a de nouvelles photos. C'est ce qui distingue un petit peu la page d'accueil Bing d'autres moteurs de recherche. Mais c'est le même esprit. Il y a une barre de recherche dans laquelle on rentre dans un moteur de recherche pour avoir des informations. Bing, aujourd'hui en France, c'est 18% de toutes les recherches effectuées d'une façon mensuelle sur PC et tablette. Donc ça représente quasiment 700 millions de requêtes individuelles, donc 700 millions de mots-clés qui sont rentrés en fait, dans cette barre de recherche qu'on a vue tout à l'heure pour demander à Bing en fait, et à ses ensembles de partenaires de trouver une information pertinente. Donc c'est un moteur qui certes reste challenger, mais qui a beaucoup pris de parts de marché, puisqu'on a quasiment triplé au cours des 3 dernières années en parts de marché sur la France. Et Bing dans le monde représente aujourd'hui un tout petit peu moins de 10% de toutes les requêtes effectuées sur un moteur de recherche. Donc ça, c'est l'échelle mondiale. Les marchés principaux sont l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique, sachant que dans d'autres pays, il y a bien sûr Google, mais il y a aussi Yandex, notamment en Russie, ou Baidu en Chine. Aujourd'hui, Bing, c'est Microsoft, mais c'est aussi un ensemble de partenaires. Quand vous allez sur Yahoo, par exemple, quand vous allez taper une requête sur Yahoo, Yahoo est notre partenaire et donc toutes les requêtes arrivent en fait sur le moteur Bing et sont ensuite commercialisées sur la plateforme Bing Ads. Donc en fait, Bing Ads, le réseau, est une alternative en fait au réseau Google qui lui aussi, bien sûr, marche de son côté. Ces chiffres aussi pour la France, parce que ce qui m'a frappé, c'est que les annonceurs français ont une tendance à travailler beaucoup entre
sur la France et assez peu à l'export, alors que le propre des places de marché sur les moteurs de recherche, c'est une mise en concurrence de tous les clics. Un annonceur anglais va cliquer et bider sur une enchère en France, au même titre qu'un annonceur allemand, belge ou américain, ou qu'un Français peut les bider en Angleterre ou aux États-Unis. Donc c'est vraiment une place de marché mondiale sur laquelle les annonceurs français peuvent encore aller chercher des clics au-delà de nos propres frontières. Pour rentrer vraiment dans le vif du sujet du futur du search, et pour citer notre président Satya Nadella, qui lui-même est un ingénieur, donc il fait beaucoup de recherche, qui est vraiment sensible aux besoins d'innovation et de progression sur les moteurs, l'intelligence artificielle a vraiment donné un coup d'accélération énorme en fait, à ce qui se passe sur les moteurs de recherche. Auparavant, on avait une indexation mécanique massive et désormais, en fait, c'est l'intelligence de l'algorithme qui fait que le moteur de recherche va vous apporter l'information la plus pertinente, individuelle, et ce n'est plus tant les 300 000 résultats à seconde que vous allez avoir, ça va être le bon résultat à la milliseconde exactement pour vous et pas le même pour votre voisine ou votre voisin. Donc tout l'enjeu de l'IA sur le search est là sur cette pertinence et cette personnalisation. Donc l'intelligence artificielle très vite, et je ne suis pas du tout ingénieur donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici, c'est historiquement en fait nous on apprend et on utilise la technologie, c'est nous qui rendons la technologie intelligente. Donc c'est la masse de vos requêtes qui fait qu'un moteur va devenir intelligent. Bing est devenu extrêmement pertinent dès lors qu'il a eu des parts de marché importantes, puisqu'en fait c'est le volume de millions de requêtes qui rendent Bing pertinent. Cortana, l'assistant personnel de Microsoft, devient pertinent car il y a un peu moins de 1 milliard de requêtes qui lui ont été fournies. Donc autant les premières n'étaient pas très au point, mais autant maintenant on arrive à voir grâce à cette masse de données. Donc c'est vraiment l'information, les requêtes qui font l'éducation des moteurs de recherche et de l'intelligence artificielle. Pourquoi maintenant ? Il y a un élément clé dans la progression technologique actuelle, c'est un point d'inflexion entre 3 éléments. D'une part, des algorithmes beaucoup plus performants, donc des individus qui sont capables de rédiger en fait, des algos qui sont capables de prendre en compte tout un tas d'informations, rajouter à des puissances de calcul beaucoup plus rapides et beaucoup plus importantes qu'avant, et l'informatique quantique risque encore d'accélérer ce moment-là. Et enfin, la big data, donc c'est la masse des données que vous, utilisateurs, ou que moi, on va générer et on va créer, et qui permettent en fait d'accélérer encore ce mouvement. Je vais montrer une petite vidéo en anglais, parce qu'on est une société américaine, on a beaucoup de nos vidéos en anglais, qui met en forme un peu théâtrale, mais intéressante, ce point de convergence et d'inflexion par rapport à la technologie. Today, right now, you have more power at your fingertips than entire generations that came before you. Think about that. That's what technology really is. It's possibility, it's adaptability, it's capability. But in the end, it's only a tool. What's a hammer without a person who swings it? It's not about what technology can do, it's about what you can do with it. You're the voice, and it's the microphone. When you're the artist, it's the paintbrush. We are living in the future we always dreamed of. We have mixed reality that changes how we see the world, and AI empowering us to change the world we see. You have more power at your fingertips than entire generations that came before you. So here's the question, what will you do with it? Donc une période assez intéressante dans laquelle travailler dans les entreprises de technologie, car il se passe des choses et il y a une accélération réelle en ce moment. Un des exemples très concrets de ces progrès qui ont été faits en intelligence artificielle, c'est la reconnaissance vocale. C'est la capacité des machines à comprendre et à noter et à transcrire correctement ce qu'on leur dit par la voix. Souvenez-vous, vos premières interactions avec un serveur audiotel de la SNCF, c'était quand même pas très au point, ça marche beaucoup mieux maintenant. Aujourd'hui, en gros, après 25 ans de recherche, et Microsoft a beaucoup investi ici, le taux d'erreur est d'environ 4 à 5% des mots qui ne sont pas compris par la machine, ce qui correspond en fait au taux d'erreur d'un humain. Donc bien sûr, il y a encore des langues et des accents qui sont encore à maîtriser parfaitement, mais des progrès énormes ont été faits et c'est vraiment l'IA qui est derrière ça et ce qu'on appelle des services cognitifs et qui derrière vont permettre à plein d'applications de se créer grâce à la voix. Et la voix est un des éléments clés du futur du search justement.
Quelques chiffres pour partager un petit peu avec vous. Alors bien sûr, on est dans des chiffres de projection, donc tout n'est pas encore complètement concret, mais un exemple, c'est qu'on pense que le search va représente déjà le search via les assistants virtuels, donc Cortana, Alexa, qu'est-ce qu'on a d'autre? OK Google par exemple, Siri, représente environ 10% déjà du volume de search actuel. Et chez Microsoft, ce qu'on pense, c'est que ce n'est pas tant le search sur PC qui va disparaître, c'est une nouvelle façon de chercher en plus de ce qui existe déjà. Ça va avoir un énorme impact sur le retail étant, en tout cas chez nous et sur le search, près de la moitié des investissements, parce que le retail est un des segments qui bénéficie le plus et qui est le plus impacté par le search. On pense que 20 millions de personnes utiliseront une enceinte intelligente. Donc on le voit, Google Now qui est disponible désormais. Il y a d'autres enceintes qui arrivent. Microsoft travaille avec Harman Kardon, la société de Wi-Fi, pas encore en français, mais en version anglaise avec Cortana. Et ce n'est que le début. Et qu'en gros, 50% des recherches, quelles qu'elles soient, seront soit vocales, soit visuelles d'ici à 2020. Donc ça représente un volume assez conséquent. Pour l'instant, les recherches, encore une fois, classiques ne disparaissent pas. C'est plutôt une nouvelle façon de rechercher. Hey Cortana, Et là, je vais vous montrer une autre petite vidéo où on voit un individu qui va utiliser Cortana, donc l'assistant personnel de Microsoft, dans un scénario essentiellement de calendrier. En fait, là, l'enjeu, c'est que on travaille, l'assistant personnel se branche sur votre calendrier, connaît vos agendas, connaît vos informations personnelles et vous aide en fait à naviguer dans votre journée. hey Cortana, what time is my lunch with Tony today? You have lunch with Tony at CJ's from 12:30 to 1:30 p.m. Hey Cortana, remind me to call C'est pas Shane très fort. tomorrow. Sure. At what time? Hey Cortana, remind me to pick up a bottle of Pinot when I leave work. All right. Hey Cortana, play my chill playlist. Playing chill. Will I need an umbrella for my date tonight? That's probably not necessary. What's my day look like? When's my meeting with the investors? Remind me to go to the jewelry store on Saturday. Okay. What time does the sun set in Dominica? Sunset in Dominica is at 6:01 p.m. Hey Cortana, remember my anniversary is June 6th. Donc des anniversaires, un agenda, des adresses, lancer sa chill playlist. Ça, c'est les principaux usages qu'on fait aujourd'hui dans l'agenda. On pense qu'en termes de productivité, en tout cas chez Microsoft, le branchement des assistants personnels avec l'Outlook va être un des éléments assez déterminants. Un autre élément intéressant par rapport à la façon dont le search va évoluer, c'est ce qu'on appelle la recherche dite intelligente. On ose penser que toutes les recherches sont intelligentes, mais celle-ci est particulièrement intelligente. En fait, le moteur de recherche, vous lui posez une question. En l'occurrence, on va lui demander est-ce que le boire du café est bon ou pas pour moi? Donc moi, personnellement, j'adore boire du café, par exemple. Et donc, c'est une question qu'on peut se poser. Et plutôt que d'aligner en fait, un certain nombre de sites web les uns après les autres, côte à côte, parce qu'ils sont vaguement pertinents à l'intérieur des pages, le moteur de recherche va assembler en fait, des réponses à droite à gauche, les mettre ensemble en faisant un pro et contre les arguments en faveur du café. Et donc, c'est ce qu'on appelle le search intelligent. Ce n'est pas d'aller chercher un site web en intégralité, mais vraiment d'aller extraire les éléments d'information les plus pertinents pour les intégrer dans une réponse. Et ça correspond aussi à une nouvelle façon de récupérer de l'information de search par rapport aux écrans et à la taille et à la façon dont on va interagir avec eux. Lorsque je recherche sur un téléphone, sur une smartwatch, je n'ai pas forcément la place d'afficher un certain nombre de listes de résultats complets, alors que là, j'ai justement des résultats, des réponses qui sont beaucoup plus intégrées et beaucoup plus préparées pour moi. En quoi est-ce que ça impacte les marques ? On pense que 95%, donc l'essentiel quand même de relations que vous allez avoir avec une marque d'ici à 2025, se feront d'abord par le biais d'un chatbot, donc d'un agent conversationnel. Donc vous ne parlerez pas à un humain, vous parlerez à un audiotel, à un algorithme, à un programme, et ensuite seulement pour les 5% restants, vous allez parler à un humain. Donc il est important de prendre le devant là-dessus.
Et beaucoup des applications qui se développent aujourd'hui sont et utilisent des services cognitifs, donc de la reconnaissance photo, du texte, appel à la big data. Et c'est d'autant plus important que la somme des données qui sont générées actuellement, de par la connexion des appareils, de par leur mobilité et de par le fait que les appareils deviennent tous de plus en plus connectés, les voitures, les appareils ménagers par exemple, la somme de la data qui est générée est colossale. Et du coup, plus que jamais, on a besoin de moteurs de recherche pour faire le tri dans ces données colossales. Concrètement, pour les marketing, il y a 3 façons dont l'intelligence artificielle s'applique. En tout cas, que nous, on a commencé à mettre en avant sur la partie Bing Ads. C'est par rapport aux données d'audience, les bots et l'automatisation des actions marketing. Et sur l'automatisation notamment, c'est une question qu'on pourra évoquer plus loin avec Richard par rapport à l'automatisation versus le côté conseil sur les marques. Donc pour commencer sur les données d'audience, ça, c'est l'exemple que j'ai chez Microsoft parce que c'est une entreprise qui travaille sur plein d'aspects de votre vie à la fois personnelle et professionnelle. On a un certain nombre d'éléments d'information d'audience par rapport aux recherches que les gens effectuent sur le moteur de recherche, par rapport à leur monde du travail, notamment avec des outils comme LinkedIn ou Office, ou enfin par rapport à ce que vous êtes en tant qu'individu, par rapport à votre compte Hotmail par exemple, ou votre compte pro sur Dynamics. Donc l'ensemble de ces informations donne en fait de la data par rapport aux individus. Et on va ensuite pouvoir exploiter tous ces signaux pour déterminer des profils et proposer aux marques de vous mettre en relation la plus pertinente possible avec les informations que vous avez consenti à partager. Donc notamment sur les intentions d'achat, l'historique de recherche ou un profil sociodémographique. Ce qui va nous permettre par exemple de déterminer des audiences dites intentionnistes, donc qui ont l'intention de passer à l'acte à un instant T. Par exemple, passer à l'acte d'acheter une voiture ou d'acheter un billet d'avion ou de réserver un séjour à la montagne, par exemple. Sachant qu'en plus, je parlais de mots, d'acronymes à la mode, on parle beaucoup de DMP. Beaucoup de marques aujourd'hui vont générer leur propre plateforme de gestion de data. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir brancher d'une part la DMP de la marque avec les informations d'audience dont dispose le moteur de recherche pour permettre des campagnes plus pertinentes et plus ciblées, pas retoucher 2 fois quelqu'un qui est déjà client ou enrichir au contraire le discours à quelqu'un qui l'est déjà. Et donc tout ça passe vraiment par l'automatisation des informations d'audience rendues possibles grâce à l'IA. Un exemple, ça va être ce qu'on va appeler la publicité native. Donc c'est la capacité en fait d'afficher des publicités en display mais uniquement sur des gens qui correspondent à des requêtes, à des intentions, à des profils qu'on a ciblés auparavant. Donc ce sont des formats qui ne sont pas des formats search classiques, même si c'est parfois du texte, mais qui vont s'intégrer dans de l'éditorial pour pouvoir bénéficier et proposer un service en relation avec l'intention d'achat que vous pouvez avoir. Mais ça peut aussi aller dans votre boîte mail par exemple. Donc ça, c'était un élément. Un autre élément d'exemple, c'est les agents conversationnels ou les chatbots. Donc on en parle beaucoup. Il y a pas mal de sociétés qui ont commencé à lancer des chatbots, notamment sur Messenger par exemple, parce que les services, les plateformes de réseaux sociaux de chat sont une bonne base pour mettre en place un chatbot. Chez Microsoft, on propose l'infrastructure pour créer des bots. Donc en fait, c'est d'une part les héberger dans Azure. Et d'autre part, c'est un certain nombre de lignes de code qui vous permettent en fait de mettre votre bot à disposition de tous les réseaux, que ce soit des réseaux Microsoft comme Office ou LinkedIn, ou que ce soit des réseaux externes comme Messenger ou SMS. La seule recommandation que je ferai ici, c'est si vous pensez faire un chatbot, imaginez-le tout de suite le plus large possible pour qu'il puisse évoluer en fait un peu comme vous sur 4 réseaux différents, sur un téléphone, sur un SMS et sur bien sûr des pages web. Un exemple que je vais vous montrer après, c'est beaucoup d'entreprises n'ont pas forcément créé de chatbot parce que ça suppose des connaissances techniques assez fines. On imagine que dans le retail, beaucoup des demandes qui sont faites au chatbot sont relativement simples. Par exemple, là j'ai un exemple après dans des restaurants où à quelle heure vous fermez, quel est votre menu du jour, comment est-ce qu'on peut se garer chez vous, est-ce que je peux réserver une table pour 4 personnes. Et ensuite seulement, si vraiment le chatbot ne sait pas répondre, vous pouvez lui passer un individu. Et donc c'est ce qu'on appelle en fait des Bing Business Bots, qui vont récupérer en fait l'ensemble des informations disponibles sur les pages web du commerce pour pouvoir proposer un chatbot clé en main entre guillemets et l'afficher sur les moteurs de recherche. Donc là encore une petite vidéo, désolé parce qu'elle est toujours en anglais, sur des restaurants qui se trouvent, par contre c'est amusant parce que c'est vraiment au pied des bureaux de Microsoft Bing à Seattle, dans l'état de Washington, et ils ont convaincu le petit commerce en bas de chez eux de tester les premières solutions de moteurs de recherche, enfin de chatbot automatique. Running your restaurant is enough of a challenge.
And taking time out of your day to answer repeat questions is frustrating, not to mention inefficient. Introducing Bing Business Bot, an intelligent virtual employee from Microsoft. When a customer looks you up, they'll have the option to initiate a chat. Bing Business Bot can answer both common and high-level questions to let customers conveniently access information that may not otherwise be easy for them to find. The bot also uses a familiar chat interface and recognizes natural language, so customers get their questions answered without needing to pick up the phone or send you an email. And the bot can evolve. If it doesn't know the answer to a question, it will reach out to you, learn the answer, and remember it for a future customer. It can even provide you with analytics and insights into what customers are asking about most often. Donc ça, c'est une première application concrète de chatbot qui ne sont pas forcément des projets très compliqués ou très ambitieux. Parce que tout l'enjeu d'un chatbot, comme d'un site web mobile ou PC, c'est de se lancer pour apprendre et en faire plusieurs versions jusqu'à être le plus performant possible. Dans le search concrètement, à partir du moment où une marque dispose d'un chatbot, on peut commencer à faire des liens enrichis qui pointent vers ce chatbot, de même qu'on a des liens aujourd'hui enrichis qui ouvrent une application ou qui vous donnent un numéro de téléphone ou qui vous proposent un avis vérifié. Tout ça pour revenir un petit peu sur les mots de notre fondateur, qui lui, en fait, très vite en amont, dans les années 70 déjà, voyait en fait des machines capables de parler, de comprendre et d'être vraiment des interlocuteurs à part entière d'un être humain. Et c'est l'intelligence artificielle qui rend cette vision possible aujourd'hui. Donc ça, c'était pour la partie un petit peu théorique de notre matinée et donc vu par Bing et le Bing Network. Et maintenant, j'invite Richard à me rejoindre pour discuter un petit peu de ce qui vient après et de concrètement comment cette expérience s'intègre dans le monde des agences. Merci Richard. Bonjour. Alors ça, c'est de la techno, je ne sais pas comment ça marche. Là ? Ça c'est pour play, ça c'est sur bien derrière. Cool. Voilà. On a parlé de bots, d'intelligence artificielle. La question, quand on s'attache au moteur de recherche, c'est à quoi ça sert aujourd'hui, à quoi ça va servir, et surtout comment les marques doivent s'adapter. Parce qu'aujourd'hui, comme le soulignait très justement Florian tout à l'heure, en gros, sur un paysage média qui pèse 12 milliards d'euros en France, il y a 4 milliards de digital, c'est-à-dire plus d'un tiers, c'est beaucoup, et à l'intérieur de ça, il y a la moitié de search. Et ça croît encore de 8% par an. Alors juste pour vous dire d'où on sort et d'où je sors, moi j'ai monté ma première start-up en 91, donc je suis tombé dans le web au tout début. Resoneo a 13 ans. On est un peu plus de 80 consultants, on approche la centaine de personnes et on est cantonné sur les métiers d'expertise qui sont autour du search et des réseaux sociaux essentiellement et de la mesure d'audience. Alors quand je mets agence de spécialistes, c'est parce qu'on a décidé de ne pas faire d'achat au poids, comme les agences Média 360, c'est pas notre métier. Voilà, les métiers principaux, c'est tout ce qui touche à l'achat de mots-clés, au référencement naturel, à la mesure d'audience, à la data et à ce qu'on appelle le social ads. Quand vous faites de la pub sur Facebook ou Twitter, c'est du social ads. Voilà, pour faire très court, une liste de clients, on n'est pas très sectorisé. Et voilà, je vous fais grâce du truc qui dit qu'on est les meilleurs parce que de toute façon, je pense que tout le monde doit avoir un slide à peu près du même type à l'intérieur de sa présentation. Voilà, alors juste, après c'est censé fonctionner avec des questions ou j'y vais tout seul? Je suis absolument désolé. Mais au-delà de ça, si quand même, juste pour faire un catch-up par rapport à la présentation de Florian, dans ce que vous avez vu là, je crois qu'il faut se souvenir que l'intelligence artificielle, je crois que les premières personnes qui ont collé le pied à l'étrier là-dessus, le premier c'est Alan Turing. Hein. Donc Alan Turing, c'est le type qui a empêché les Allemands de zigouiller l'Angleterre au moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça date de 44, même un peu avant, 41. Et le premier qui a commencé à bricoler sur l'intelligence artificielle, ça doit être Marvin Minsky et ça doit dater de 51 ou 53. Donc c'est pas récent. En revanche, ce qui change beaucoup, vous avez tous entendu parler de la loi de Moore.
qui fait que la puissance des processeurs, la puissance des bécanes grimpe très très vite. Aujourd'hui, là-dedans, moi j'ai la puissance d'un ordinateur qui tenait à peine à l'intérieur de la pièce il y a une vingtaine d'années. Et c'est ça qui fait la différence. Ça, c'est un premier point. Ce n'est pas qu'il fait des choses beaucoup plus intelligentes, c'est qu'il les fait beaucoup plus vite. Et le deuxième point, c'est qu'il apprend tout seul parce qu'on lui a mis un process en tête pour qu'il arrive à apprendre tout seul. Voilà. C'est juste pour préciser ça. Je te laisse la parole peut-être parce Merci que sinon beaucoup. je vais disrupter. Peut-être qu'avant de poser des questions, j'interroge la salle, savoir si vous avez des questions par rapport à la première présentation. Ouais. Est-ce que vous pensez que les chatbots, à terme, ça va remplacer certaines applications justement qui sont faites pour avoir des informations sur telle ou telle chose? Vous pensez à quel type d'application? Je ne sais pas, peut-être Allociné par exemple pour avoir son film, peut-être avoir un chatbot directement sur Messenger et demander quel film voir cette semaine, à quelle heure le voir. Ça peut peut-être ce genre de choses. Je pense que la question a un vrai intérêt, c'est qu'en fait, ce qui ne veut pas dire que les autres questions ne sont pas intéressantes, hein, mais le vrai intérêt de la question, c'est qu'en fait, ce qui change, c'est juste l'interface, pas les données qui sont derrière. Ça veut dire que l'horaire de la séance, le cinéma où tu vas aller, etc., ça reste valide quoi qu'il arrive. La seule chose, c'est que quand on pose la question aujourd'hui à une appli ou à un site web, déjà, il y a un affichage visuel. Donc, l'un des futurs qui nous pend au nez dans les 2 ans qui viennent, avec les bornes, les trucs comme ça, c'est qu'il n'y aura plus d'affichage visuel. La borne va répondre, un peu comme Jarvis dans Iron Man, la borne va répondre. Donc, il faudra qu'elle ait trié bien mieux la réponse, parce qu'elle n'aura pas de chance. Si, elle pourra pas te dire il y a 9 cinémas, donner les 9 adresses avec les 48 horaires à la suite, parce qu'on ne pourra pas les mémoriser. Mais c'est juste l'interface qui va changer et le fait qu'avec un chatbot, on peut préciser la question. C'est-à-dire qu'on va demander, par exemple, je voudrais savoir où je peux trouver le dernier film de Spielberg, là, il paraît que c'est génial. Où je peux trouver le dernier film de Spielberg. Si c'est pas précis ou si Spielberg a sorti 2 films en même temps et que c'est pas sûr, le bot va poser une question complémentaire. Alors que l'appli, aujourd'hui, elle ne pose pas de questions complémentaires. Le site web, il ne pose pas de questions complémentaires. Mais les données de fond qui sont derrière, c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est l'horaire de la séance, l'endroit où on peut voir le film, le titre du film, le nom des acteurs, etc., etc. Ça répond à la question ? Oui, en partie. Mais je voulais juste savoir si, par exemple, on pouvait imaginer un futur où il n'y aurait qu'une seule, justement, interface pour demander toutes ces questions. C'est ce vers quoi s'orientent la plupart des grands fournisseurs, Microsoft entre autres, hein, je pense. C'est que l'interface en question soit unique. Quand on prend une borne domestique ou une maison domotisée, une fois de plus, je prends l'exemple du Jarvis de Iron Man parce que beaucoup de gens ont vu le film, mais il n'est pas absurde. Hein. Y a aujourd'hui des maisons domotisées qui marchent avec une seule interface. Peu importe le haut-parleur auquel tu parles, l'intelligence qui est derrière, c'est toujours la même. Et globalement, elle est unique. Et elle adresse un moteur qui, lui, est dans le cloud, bien loin. Le haut-parleur ne sert que d'interface. De la même façon, un bot ne sert que d'interface vers une base de données qui est beaucoup plus globale et qui regroupe des connaissances et des datas qui sont beaucoup plus larges que ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, j'en ai une concernant la place du SEA dans le mix média, que ce soit en général ou dans le monde digital. Alors, je disais tout à l'heure que ça pesait la moitié du média digital. On met beaucoup de choses aujourd'hui dans le SEA. Alors, un peu par assimilation, parce qu'en fait, les gens qui vendent du SEA... Déjà, juste une question idiote. Tout le monde sait ce que veut dire SEA? C'est clair pour tout le monde, SEA? Search Engine Acquisition, c'est le fait d'acheter des mots-clés à Bing ou à Google, on ne peut pas les extraire, ou à Yandex ou à Baidu, etc., pour avoir une position d'affichage la mieux placée possible. C'est juste une question pour que je sache à qui se cause. Qui est annonceur dans la salle? Levez les mains, soyez pas timides. D'accord. Ok. Qui est dans une agence? Ah, ils sont plus timides. Hein. Bref, bon, globalement, donc il y a des gens qui ont une bonne idée de ce qu'est le SEA. Donc le SEA, au départ, c'était un truc monobloc. On achetait le fait d'être positionné le plus haut possible
sur une réponse de recherche au-dessus des réponses dites naturelles. Dans la pratique, aujourd'hui, quand on fait du shopping, par exemple, les modalités d'affichage shopping, ce n'est pas tout à fait du SEA parce que la réponse n'est plus un lien vers un site, etc. etc. C'est un lien vers un produit directement. Ça prend de plus en plus de place dans les budgets. Nous, on a des annonceurs, y compris des gros groupes de distribution, qui ont basculé jusqu'à 50 ou 60% de leur budget sur ce type d'affichage. Donc globalement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de grossir. Ça grossira encore de 8% là, manifestement. Et surtout, il y a des modalités à l'intérieur qui sont en train de se développer, qui sont donc la partie shopping, le fait de pouvoir afficher un produit directement et d'être beaucoup plus vendeur directement. Il y a des expériences qui sont menées carrément de vente à la commission par certains opérateurs. Quand vous allez sur Amazon, par exemple, maintenant, c'est pareil. Ils ont une offre de ce type-là. Vous descendez carrément directement au produit. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en matière de retargeting, de ciblage. Il y a beaucoup de modalités pour acheter du mot-clé de façon beaucoup plus ciblée que ce qu'on faisait avant. Et beaucoup plus de possibilités grâce à la data qu'on n'avait pas auparavant, puisque auparavant, en gros, on mettait une enchère, on affichait le truc le plus haut possible. J'avais mis mon panneau le plus haut possible, le maximum de gens pouvaient le voir. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on est capable de modifier la hauteur du panneau d'affichage en fonction de la personne à qui on s'adresse et de bâtir des scénarios parce que quelqu'un qui achète 4 fois par semaine dans le même magasin, si j'ai une offre à lui pousser, il y a de bonnes chances qu'il soit beaucoup plus intéressé à me l'acheter que d'habitude parce que manifestement, s'il est déjà venu 4 fois cette semaine, c'est souvent là qu'il achète. Donc celui-là, j'ai intérêt à afficher mon panneau beaucoup plus haut, même si ça me coûte un peu plus cher que pour quelqu'un qui n'achète qu'une fois par semaine ou qui est venu 2 fois dans le magasin et qui est reparti 2 fois sans acheter. Merci. Et dans le contexte de l'automatisation des campagnes, quel rôle alors donner aux agences ? Alors, quel rôle donner aux agences ? Moi, avant de bosser dans le search, j'ai passé presque 20 ans dans l'information financière. J'étais patron du marketing de Dow Jones en France, par exemple. Et dans les années 80, les bourses se sont toutes reliées entre elles. Aujourd'hui, vous n'avez plus l'ouverture à 9h, la fermeture à 5h, etc. Toutes les bourses sont interconnectées dans le monde entier. Et vous avez, aux États-Unis, par exemple, vous avez plus de 60% des transactions à Wall Street qui sont totalement automatisées. Elles se font en moins de 20 millisecondes. Et ça pèse 60% du volume de transactions. C'est comme ça qu'une fois, quand une action s'est effondrée, il y a une transaction qui est partie tellement vite que ça a effondré toute la bourse. C'est pas comme quand Facebook pique nos données et que ça fait chuter de 30 milliards la valo, ça n'a rien à voir. Mais dans ce contexte-là, quand on a commencé à connecter toutes les bourses ensemble, j'ai entendu plein de gens me dire, de toute façon, à partir du moment où les transactions sont automatiques, on n'a plus besoin de traders. On n'a plus besoin de traders puisque les bécanes travaillent toutes seules. Et d'ailleurs, pour information, dans les années 80, le premier domaine où on a essayé d'utiliser les réseaux de neurones et l'IA, en 84, c'était la bourse, les tractations boursières. Mais dans la pratique, ce n'est pas vrai parce que c'est bien joli d'avoir des bécanes puissantes, c'est bien joli d'avoir des algorithmes et c'est bien joli d'avoir des données en temps réel, mais encore faut-il paramétrer la bécane correctement. Et il faut des gens derrière les bécanes. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec l'automatisation des campagnes et avec le programmatique, si on regarde du côté du display. Il faut des gens qui savent comment on paramètre les bécanes pour qu'elles soient le plus efficaces possible. Donc la vraie utilité des agences dans ce contexte-là, c'est de fournir, du retour d'expérience, parce qu'il y a quand même quelques pièges à l'intérieur de tout ce monde de l'IA et de l'automatisation. Il y a 2 pièges majeurs. Le premier piège, c'est quand on n'a pas assez de données. Quand on n'a pas assez de données. Si je fais une campagne d'acquisition en search et que je fais 2 ventes, ça ne paraît pas beaucoup de ventes, mais si c'est des pavillons à la campagne, finalement, c'est beaucoup. Mais c'est beaucoup en panier, c'est beaucoup en fric, mais c'est que 2 ventes. Si cette semaine-là, j'ai un mec de moins qui est venu voir les campagnes et que j'ai fait qu'une seule vente, mes ventes ont été divisées par 2. Dans la pratique, c'est absurde, c'est juste parce que je n'ai pas assez de données pour évaluer. Il aurait fallu que je regarde sur un an, par exemple, et là, je me serais rendu compte que j'ai fait, au lieu de 1200 ventes, j'en ai fait 1100, et que ça, c'est une réduction
beaucoup plus faible que ce que j'ai constaté sur un mois. Donc il faut avoir suffisamment de données. Ça, c'est souvent un problème. Parce qu'à partir du moment où, à l'autre bout du spectre, on fait du ciblage, eh ben, on divise nos populations en audiences. C'est ce qu'on fait tous maintenant. C'est aussi à ça que servent les agences. Mais plus on prend des audiences petites, moins il y a de gens dedans. Moins il y a de gens dedans, moins on va avoir de data pour faire de l'intelligence artificielle. Pour faire de l'intelligence artificielle, il faut de la récurrence et de la data. Voilà. Donc, l'un des boulots de l'agence, c'est de savoir quelle population on adresse, bien sûr, mais surtout de savoir comment on utilise ces technos-là pour ne pas se retrouver face à des ensembles où il n'y a pas assez de data pour travailler efficacement et pour ne pas se retrouver face à des ensembles où on ne peut pas avoir de la donnée significative. Et en gros, l'astuce, c'est que quand vous n'avez pas beaucoup de gens pour mesurer, il faut mesurer longtemps. Et quand vous n'avez pas beaucoup de temps pour mesurer, il faut trouver beaucoup de gens. L'important, c'est qu'à l'arrivée, il vous faut de la data pour optimiser vos process. Merci beaucoup. Pour continuer, l'impact du vocal, du visuel dans le Search Engine Acquisition, comment on peut en parler? Alors, l'impact. On va parler de e-commerce, parce que je pense que ça ne surprendra personne. C'est quand même une des applications pour lesquelles c'est le plus important. Levez la main ceux qui regardent des séries sur les Netflix et autres HBO, etc. Levez, levez, levez. Levez la main ceux qui ne se sont jamais retrouvés dans la situation suivante. Je regarde une série, putain, je connais le nom de ce comédien, mais je ne sais pas qui c'est, mais je me souviens que je l'ai vu dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Qui s'est jamais retrouvé dans cette situation-là? Parce que tu ne regardes pas de série ou parce que... Voilà. Aujourd'hui, on a souvent ce genre de problème, et ce genre de problème, ils vont être de plus en plus résolus par de la recherche visuelle. Si je prends mon téléphone portable et que je photographie le comédien, je pourrais retrouver sa bobine et retrouver directement qui c'est, même si je ne me souviens pas d'où il sort. Mais plus pragmatiquement, en e-commerce, si je photographie la paire de baskets que je vois au pied d'Olivier, parce que franchement, je les trouve canon, je vais vouloir cette paire de baskets, je vais la photographier, je pourrais directement retrouver chez un e-commerçant, ou chez plusieurs e-commerçants d'ailleurs au travers de vignettes, des offres pour acheter les baskets en question. Je ne connais pas la référence, je ne connais pas le nom, donc je ne pourrais pas les chercher textuellement. Donc ça, c'est la place que va prendre la recherche visuelle. De la même façon qu'en tourisme, je tombe devant un temple absolument génial au Tibet, je ne sais pas que c'est le Potala, je vais photographier, le truc me restituera cette information-là. En e-commerce, il pourra m'amener directement à un endroit où je veux acheter ces chaussures. La conséquence que ça a pour les marques, c'est qu'au début du web, et je vous dis, moi, ma première start-up, elle est au tout début. Au début du web, un des problèmes auxquels ont été confrontés les e-commerçants, c'est que quand on avait plein de produits, un truc qui galérait tous les commerçants, nous on a bossé dès le début pour des gens comme Brandalais par exemple, qui sont des gens qui font du déstockage. Donc ils déstockaient, ils avaient une série de, je sais pas, de ceintures Carven, et ben, il fallait qu'ils photographient les ceintures Carven pour les afficher sur le site, sauf qu'au bout d'une semaine, elles étaient déstockées, ils n'en avaient plus, les visuels servaient à rien. Ça galérait tout le monde de photographier les ceintures Carven. Alors souvent, les photos, elles n'étaient pas terribles. Plus il y aura de recherche visuelle, et moins on pourra se permettre d'avoir des visuels de mauvaise qualité. Donc ça, c'est un point important. Donc ça va donner beaucoup de primauté à la qualité des visuels et à des trucs tout cons comme le fait que les baskets, là, il a les pieds croisés. Il a les pieds croisés et en fait, je ne les vois pas bien. En fait, là, je vois bien qu'il y a 3 bandes d'un côté, mais je ne vois pas la totalité. Donc l'idéal, si je veux qu'on la reconnaisse bien, c'est qu'elle soit posée de façon reconnaissable. Si les éléments d'identification du produit, ils sont plutôt sur le côté, bah, je poserai mon produit comme ça, etc. Donc ça peut paraître tout con, mais ça va être un élément extrêmement important pour les marques, pour les e-commerçants. Et en ce qui concerne la recherche vocale, alors pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de retours d'expérience. Sur la recherche vocale, on se rend compte, il y a une agence qui a mené des études il n'y a pas très longtemps, qui a constaté que globalement, les réponses, c'était plutôt 29 mots. Voilà. Quand on posait une question vocale à une borne, la réponse, c'était à peu près 29 mots. Déjà, 29 mots, il faut les mémoriser. Et quand il y avait une restitution visuelle, les documents, c'était plutôt à peu près 2400 mots, ce qui est plus long que ce qu'on voit revenir quand on pose une recherche avec... Mais le fond de l'histoire, c'est que sur une recherche vocale, si vous n'avez pas d'écran de restitution,
ne pourra pas vous afficher un résultat visuel. Donc si par exemple, moi je suis une pizzeria à côté de la porte de Versailles, si je demande à la borne une pizzeria, il va y avoir deux problèmes. D'abord, si je demande une pizzeria, il va me donner la première, celle qui lui paraît le plus pertinente, et il va me dire la pizzeria Stella à 200 mètres et 64 autres. Il ne va pas me donner 64 pizzerias l'une derrière l'autre. Et puis ça, c'est parce que je demande une pizzeria. Mais si je demande un magasin pour acheter du whisky, il faudra déjà que le dispositif de requêtage vocal détermine si j'ai 8 ans et que je suis la petite fille de la maison, ou si je suis le papa et la maman et que j'ai parfaitement le droit d'aller acheter du whisky. Voilà. Donc il y aura des problèmes de détermination du contexte. Comment les marques vont faire ça? Il va falloir que les marques et les moteurs s'arrangent pour que le contexte soit le plus clair possible. Ça veut dire que ce que nous on appelle les métadonnées, c'est-à-dire ce qu'on met autour des documents web et des données web aujourd'hui soit le plus précis possible pour qu'on puisse trier là-dedans. Et puis il faudra que les résultats soient le plus simple possible aussi à ingérer. Ça veut dire qu'il faudra qu'on puisse mémoriser et comprendre facilement. Ça a même un enjeu pour le nom des marques, hein, parce qu'il y a des trucs, c'est plus facile quand on s'appelle, la dernière fois que j'ai parlé de ça, j'ai cité Allo Pneus, je crois, c'est facile à mémoriser. Zara, c'est facile à mémoriser. Abercrombie & Fitch, c'est moins facile à mémoriser que Zara. Voilà. Donc ça posera des questions sur les noms des produits, ça posera des questions sur les noms des marques, et ça posera des questions sur les descriptifs, les fameux descriptifs de 25, 26, 29 mots qui seront restitués derrière. Et dans la continuité, quel impact ça aura alors sur les bots? Alors, les bots, c'est un peu différent. Les bots, la question, c'est qu'un bot, il fait exactement ce qu'on lui dit. Il faut quand même savoir, on a tous en tête Terminator, on a tous en tête HAL, le fameux ordinateur de 2001, Odyssée de l'espace, qui a tué ses créateurs. Enfin, à chaque fois, cette espèce de con d'IA, là, il se retourne, elle tue le créateur, etc., etc. Ça, c'est ce que les spécialistes de l'intelligence artificielle appellent de l'AI forte, c'est-à-dire qui commence à avoir un libre arbitre, qui commence à avoir une conscience d'elle-même, etc., etc. Pour l'instant, ça reste quand même relativement théorique. Il faut savoir que même les trucs qui sont capables de différencier des chatons en regardant 4 points, là, parce qu'ils en ont vu 2 millions de photos de chatons et qu'ils finissent par identifier que c'est un chat et pas un chien, c'est ce qu'on considère aujourd'hui comme des AI faibles. C'est-à-dire qu'elles font juste une tâche bien identifiée, mais ça reste des AI faibles. Et même le Deep Blue là, qui a battu Kasparov aux échecs, c'est une AI faible. Et même le truc qui a battu le grand champion de Go là, sur 5 parties, ça reste une AI faible. Ça ne veut pas dire que c'est con ce qu'il fait. Hein. Ça veut juste dire que ça n'est pas un truc... D'abord, ça ne menacera pas l'humanité. Et puis surtout, ça reste limité. Et à force de digresser, j'ai perdu mon fil sur ta question. C'était au sujet de la continuité, sur les bots. Sur les bots. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'AI faible en question, c'est quand même nous qui lui apprenons les choses. C'est-à-dire qu'il reconnaît un chaton, une AI, elle reconnaît un chaton parce qu'on lui a montré 10 000 photos. Il y avait des chatons, des arrêts de bus, des chiens, des lions, des crocodiles. Elle a fait la différence. Un bot, il fonctionne de la même façon. Et donc, il faut lui apprendre des trucs. Il ne faut pas se gourer sur ce qu'on lui apprend. Il y a eu quelques initiatives malheureuses et quelques erreurs. Il y en a eu une chez Microsoft, mais il y en a eu plein ailleurs. De bots qui se sont mis à dire des trucs racistes parce qu'en fait, les gens qui nourrissaient la bécane, les interlocuteurs, ils n'aimaient pas les blacks. Comme les interlocuteurs n'aimaient pas les blacks, trucs n'aimaient pas les blacks. Il y a eu un concours de beauté d'une IA de... À l'époque, je crois que dans Facebook, il y avait 700 IA différentes. Et effectivement, il y avait eu un concours de beauté et c'était aux États-Unis. Et l'IA, le bot qui se chargeait de tout ça, il avait fini par préférer les blanches que les afro-américaines, simplement parce que la masse de gens qui venaient injecter de l'info et de la donnée là-dedans le poussait vers ça. Donc nous, on a fait l'expérience dans le secteur de l'assurance avec un client qui a mis un bot en place. Faut être extrêmement prudent parce que le bot, il va donner des conseils. Sauf que ce n'est pas la séance de cinéma. Ce n'est pas la séance de cinéma, un conseil sur une assurance. Et donc, il va prendre tous les cas au fur et à mesure qu'ils arrivent et il va concevoir des réponses qui évoluent en fonction de la population qu'il interroge et en fonction des contextes dans lesquels il interroge. Donc, un bot, il faut que ça surveille comme le lait sur le feu. Parce que s'il commence à dévier,
Si vous vous rendez compte, et le prends pas mal, hein, c'est juste parce que c'est un exemple vrai, si vous vous rendez compte que votre bot commence à pas aimer les blacks, changez-le. Voilà. Enfin, changez-le. Changez la façon dont la bécane est nourrie. Voilà. Et ça, c'est parfois compliqué parce que c'est joli comme ça en théorie. Quand on l'alimente avec des datas statistiques, on n'est pas toujours en mesure de se rendre tout de suite compte que ça dévie. Et ça veut dire qu'il faut être très prudent au départ, il faut mesurer, il faut faire travailler le truc. Maintenant, ce que j'en dis là, c'est quand on est sur une situation, par exemple, pour un e-commerçant qui a 80 000 produits en référence, si on ne veut pas que le truc raconte des bêtises, ça va être compliqué l'éducation. Si on a juste un restaurant et qu'il faut que le truc apprenne à donner les horaires d'ouverture, le menu, et éventuellement faire choisir au milieu de 3 hamburgers, si vous voulez, avec bacon, sans bacon et sans fromage, ou un végan, ça peut se faire relativement facilement. Merci beaucoup, Richard. Je voudrais savoir si c'était possible de connaître un petit peu les méthodes pour entretenir cette relation avec la relation de marque, la préférence de marque, avec des chatbots notamment. Alors, entretenir la préférence de marque. Je pense que, enfin, ce que les marques doivent faire, ce qui est certain, c'est que si on décide de mettre un bot, c'est d'abord, il y a des gens qui décident de mettre un bot pour suppléer en partie à leur service client. Parce qu'on se rend compte, quand on met un bot, qu'en fait, il y a plein de questions qui pourraient être répondues de façon quasi automatique. Il faut déjà que le bot apprenne à trier et qu'il apprenne à trier quand il ne peut pas répondre. En fait, un des points cruciaux pour une marque, c'est que le bot apprenne à trier quand il ne peut pas répondre. Parce que sinon, vous laissez un insatisfait qui a eu une réponse incomplète ou qui ne lui convient pas du tout. Donc, le premier objectif pour moi, c'est ça. C'est que le bot sache quand il n'est pas capable de répondre, quand il n'est pas compétent. D'ailleurs, c'est vrai pour un toubib. Hein, quand vous allez chez un toubib et qui vous dit je sais pas trop ce que vous avez, mais vous allez mourir, c'est sûr, vous ne revenez pas. S'il vous dit, écoutez, je ne suis pas sûr de ce que vous avez, il faudrait voir un spécialiste, là, vous considérez que votre problème a été vraiment traité. Voilà. Donc, il faut que le chatbot soit capable de faire ça, c'est-à-dire de répondre aux questions simples et d'orienter vers un conseiller clientèle ou vers une réponse différente quand il ne sait pas répondre par lui-même. Je pense que pour l'image de la marque, c'est le point le plus important. Merci beaucoup. En conclusion, pour les participants d'e-marketing 2018, quelques conseils peut-être ? Ouais, quelques conseils. Avant, alors nous on fait beaucoup de référencement naturel aussi, donc quand vous avez un document web qui s'affiche, il y a le document lui-même, mais plus ça va et plus les documents que consultent nous, et surtout nos gosses, parce que les plus gros consommateurs, c'est quand même des gens qui sont de plus en plus jeunes, plus ils consomment de la vidéo, de l'image, c'est-à-dire des trucs où il y a de moins en moins de texte. Et là, en plus, ils vont les consommer avec des trucs quand on est en interrogation vocale, le nombre de mots pour interroger est plutôt plus nombreux, les formules sont plus longues, c'est plus ce qu'on appelle longue traîne, c'est plus compliqué. Donc il va falloir faire un travail de diversification de ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire qu'avant, on savait qu'on voulait remonter sur le mot paire de tennis Adidas, sans faire de pub pour Adidas. On voulait remonter sur le mot paire de tennis Adidas, c'était fastoche. Maintenant, les questions seront posées de façon un peu plus diverse. Donc, il va falloir être un peu plus extensif sur la façon dont on met des descriptifs, dont on met de l'information complémentaire autour des documents, parce qu'ils seront de plus en plus visuels, mais avec de moins en moins de texte autour. Or, les moteurs de recherche, qu'on le veuille ou non, y compris les IA, ça cherche, pour l'instant, beaucoup sur le texte. Voilà, donc ça, c'est un premier point. Le second, c'est ce que je disais tout à l'heure, il va falloir être de plus en plus attentif à la qualité des visuels. En tout cas, si on veut vendre sur le web, ce sera de plus en plus important. Et le troisième point, c'est que le nerf de la guerre aujourd'hui pour tout le monde, c'est la segmentation des audiences et l'utilisation de la data pour scénariser les audiences, etc. Et je pense que les deux axes, c'est ça, hein, très clairement. L'un des nerfs de la guerre aujourd'hui, c'est d'avoir une vision très claire de ces audiences. Florian parlait des DMP tout à l'heure. À la limite, les DMP, on s'en fout, c'est un outil, les DMP. Ce qui est important, c'est d'être capable, ce qu'on n'est pas encore, enfin, ce que beaucoup de distributeurs ne sont pas capables de faire aujourd'hui, c'est d'être capable de croiser les vraies données qu'on connaît de ses clients,
par les programmes de fidélité, parce qu'ils achètent chez nous, etc., etc., avec les données qui sont issues du média et de la navigation dans le web. D'autant plus qu'on en a peu parlé, mais dans 99% des cas aujourd'hui, c'est comme ça que ça se fait, de plus en plus, et que ça devient un vrai bordel parce qu'on navigue pas tout le temps avec ça. On est un coup avec ça, un coup avec l'iPad, un coup avec l'ordinateur du bureau, un coup avec l'ordinateur de la maison, et que reconnaître que c'est toujours moi qui surfe, c'est compliqué. Voilà. Et ça aussi, la data et l'IA vont permettre d'avoir une vision un peu plus claire sur ces sujets-là. Richard et Florian, merci beaucoup pour cette présentation.